pensez que Dubaï, c'est juste du luxe, des palmiers artificiels et des influenceurs qui sirotent des cocktails au bord d'une piscine? Détrompez-vous. Dubaï, c'est bien plus qu'une carte postale dorée. C'est un lieu qui défie les lois de la géographie, de la nature et parfois, de la morale. Une ville sortie du sable, bâtie en quelques décennies, où l'excès est devenu une identité. Mais derrière le rêve, il y a une vérité. Un système parfaitement huilé où tout brille, sauf ce qu'on préfère ne pas montrer. Bienvenue à Dubaï, la vitrine du futur et le théâtre de ses contradictions. Ici, le désert s'est transformé en empire du luxe. Mais, à quel prix? Vous êtes sur la chaîne L'autre côté du monde, et aujourd'hui, on plonge dans la ville la plus fascinante et la plus controversée du XXIe siècle. Partie 1, la façade dorée, la ville du futur. À première vue, Dubaï, c'est l'utopie moderne. Des routes impeccables, un métro climatisé, des tours de verre qui semblent flotter sur le ciel. Le Burj Khalifa, 828 mètres de haut, transperce les nuages comme un doigt pointé vers le ciel. Autour, tout n'est qu'excès et perfection. Le Dubai Mall, plus grand centre commercial du monde, possède son propre aquarium géant. Le Palm Jumeirah, île artificielle en forme de palmier, abrite des villas à plusieurs millions de dollars. Et le Burj Al Arab, hôtel en forme de voile, symbolise à lui seul la promesse du luxe absolu. Ici, la température dépasse souvent les 45 degrés, mais on peut faire du ski, en plein désert. À Ski Dubaï, il neige sous un toit alors qu'il fait 50 degrés dehors. Les policiers roulent en Lamborghini, les taxis en Tesla, et les centres commerciaux sont si vastes qu'on s'y perd comme dans un labyrinthe climatisé. Mais cette perfection n'est pas gratuite. Dubaï n'a pas de pétrole en abondance comme son voisin Abu Dhabi. Sa richesse repose sur autre chose, le commerce, la finance, le tourisme et la main-d'œuvre étrangère. Car derrière chaque gratte-ciel, il y a des milliers de mains venues d'ailleurs. Des travailleurs venus d'Inde, du Népal, du Pakistan ou des Philippines. Ils dorment dans des quartiers à des dizaines de kilomètres du centre, invisibles aux yeux des touristes. Leur salaire? Parfois à peine 200 € par mois. Leur contrat? Souvent verrouillé par un système qui les empêche de partir. Pendant que certains dépensent 5 000 € pour une seule nuit d'hôtel, d'autres travaillent 12 heures par jour pour construire le prochain. C'est ça, Dubaï, le contraste absolu. Le paradis de quelques-uns bâtis sur l'effort de tous les autres. Partie 2, le passé caché, le désert et la perle. Pour comprendre Dubaï, il faut remonter dans le temps. Car avant les tours, avant les yachts, avant le pétrole, il n'y avait ici rien. Rien qu'un désert infini, balayé par les vents. Les habitants étaient des bédouins. Ils vivaient du commerce de dattes, de chameaux, et surtout, de la plongée aux perles. Une activité dangereuse, épuisante et cruelle. Les hommes descendaient à la main, sans bouteille, jusqu'à 20 mètres de profondeur, plusieurs dizaines de fois par jour. Certains y laissaient leur vie. Le commerce des perles faisait vivre la région, mais il enrichissait surtout quelques familles. Puis, dans les années 1930, la catastrophe. Le Japon invente la perle de culture. En quelques années, le marché s'effondre. Les plongeurs, les marchands, les villages entiers, tout disparaît. Les années qui suivent sont terribles. Le Golfe devient une région oubliée du monde. La pauvreté est extrême. Il n'y a ni route, ni école, ni hôpitaux. Le sable est partout, et la misère, silencieuse. Puis, un jour, le sol se met à trembler. Pas à cause d'un séisme, mais d'une découverte. Sous la poussière du désert, un trésor, le pétrole. La fontaine noire du destin venait de jaillir. Mais contrairement à beaucoup d'autres pays, les Émirats ont compris une chose. Le pétrole ne dure pas éternellement. Il faut s'en servir pour bâtir autre chose. C'est là qu'entre en scène un homme, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondateur des Émirats Arabes Unis. Partie 3, le tournant, l'homme qui a défié le désert. Cheikh Zayed n'était pas un prince né dans le confort. Il avait grandi dans le sable, parmi les Bédouins. Il connaissait la soif, la faim et la dureté du désert. Mais il portait une vision, transformer cette terre hostile en oasis. En 1971, il unit sept petits émirats pour créer une seule nation, les Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Malcoin, Fujairah et Ras Al Khaimah. Son rêve, bâtir un pays moderne, stable et respecté. À Abu Dhabi, le pétrole coule à flot. Mais à Dubaï, les réserves sont faibles. Alors, son dirigeant, le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, prend un pari fou.
Si le désert n'a pas de richesse, il faut la créer. Il transforme Dubaï en un centre commercial mondial. Il attire les investisseurs étrangers, construit des zones franches et abolit l'impôt sur le revenu. Résultat, en moins de 30 ans, Dubaï devient une marque mondiale. Tout y est pensé pour séduire. Des infrastructures futuristes, des événements internationaux, des festivals de luxe. La ville est conçue comme un produit. Et le monde entier, comme son client. Mais cette croissance éclair repose sur une structure fragile. Les Émiratis ne sont qu'environ 10% de la population. Le reste, des étrangers venus travailler. Sans eux, Dubaï s'arrêterait du jour au lendemain. Le miracle économique des Émirats repose sur une équation. La vision d'un homme plus la main-d'œuvre du monde. Partie 4. Dubaï aujourd'hui, le rêve et la réalité. Aujourd'hui, Dubaï attire le monde entier. Influenceurs, stars, entrepreneurs, traders, retraités. Chacun y vient chercher quelque chose. La richesse, la sécurité, le prestige ou simplement la chaleur. Et il faut le reconnaître, Dubaï a réussi là où beaucoup ont échoué. Zéro impôt, zéro criminalité, des services publics impeccables. Les rues sont propres, les transports modernes, les hôpitaux parmi les meilleurs du Moyen-Orient. Mais vivre ici, c'est aussi accepter un contrat invisible. Un contrat où tout est possible tant que vous ne critiquez pas. Pas de politique, pas de débat public, pas de satire. L'ordre est la priorité absolue. Les caméras de surveillance sont partout. Les réseaux sociaux sont surveillés. Un simple message jugé offensant peut vous valoir une amende ou une expulsion. La liberté individuelle, ici, s'échange contre la stabilité collective. Et pour les touristes, tout semble parfait. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont les réalités parallèles. Les ouvriers qui dorment dans les zones industrielles, loin du centre. Les expatriés qui vivent sous pression dans des tours de verre. Et les Émiratis, qui vivent dans un autre monde, celui du confort d'État. Dubaï est une scène, et chacun y joue un rôle. Certains brillent sous les projecteurs, d'autres restent dans l'ombre. Partie 5. Le prix du rêve. Dubaï fascine, mais elle interroge. Peut-on construire un paradis dans un désert sans en créer un autre, invisible? Peut-on acheter le bonheur? Et surtout, que restera-t-il quand le pétrole, les touristes ou la mode se lasseront? Dubaï le sait, et prépare déjà l'après. Des projets de ville durable, des investissements dans l'intelligence artificielle, la robotique, le tourisme spatial. L'objectif est clair, survivre au-delà du pétrole et peut-être au-delà du mythe. Mais la question demeure. Quand le désert reprendra ses droits, que restera-t-il de tout cela? Des tours? Des souvenirs? Ou juste un mirage? Dubaï est à la fois un rêve et un avertissement. Une prouesse humaine et une leçon sur les limites du progrès. Un lieu où la volonté a triomphé de la nature. Mais où la nature humaine, elle, n'a pas changé. Vivre à Dubaï, c'est vivre entre deux mondes. Le réel et l'imaginaire. C'est choisir le confort contre la liberté, la lumière contre l'ombre. Et peut-être que, quelque part, Dubaï n'est pas seulement une ville du Golfe. C'est le miroir de notre époque. Une époque où l'on préfère paraître plutôt qu'être. Vous êtes sur la chaîne L'autre côté du monde. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce que derrière chaque carte postale, il y a une vérité qu'on ne montre jamais. Et c'est là que nous, on regarde.